Salut les tordus, ici Granisphère, j'espère que tout va bien pour vous. Quand un frère et une sœur partagent les mêmes tourments, leur lien devient très fort. Et quand cet amour fraternel doit cohabiter avec la folie, le résultat est diabolique. C'est parti. Les frères protègent leurs sœurs. Vous pouvez parler librement, je ne suis pas là pour vous juger. Ça sera le travail des jurés d'assises. Mon but est d'établir votre profil psychiatrique. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie ? Oui. Très bien, parlez-moi de votre enfance. Est-ce que vous avez eu une enfance heureuse ? J'avais une bonne mère. J'ai eu une enfance heureuse jusqu'à mes 4 ans. Que s'est-il passé à vos 4 ans ? Ma mère est tombée enceinte et c'était une grossesse difficile. Elle a fait plusieurs séjours à l'hôpital. J'ai eu le droit de la voir après l'accouchement. Ses yeux étaient cernés et elle était livide. Elle m'a dit: c'est une petite fille, elle s'appelle Marie, et elle te ressemble. Tu sais, maintenant tu as une responsabilité, c'est très important. Je lui ai demandé: c'est quoi ? Elle m'a répondu: les grands frères protègent leurs petites sœurs. Ça a toujours été comme ça, c'est dans l'ordre des choses. C'est la dernière phrase qu'elle m'ait dite. Elle est morte durant la nuit. Oh, c'est bien triste en effet. Et votre père ? Mon père était une raclure, un enfoiré, une sous-merde. D'après ce que j'ai pu lire dans votre dossier, votre père était chirurgien. Il a peut-être sauvé des vies, mais il a aussi fait des choses abominables. Quand ma mère est partie, il nous a délaissés, ma sœur et moi. La nounou a rapidement remarqué qu'il était négligent. Et comme elle n'osait pas lui faire de reproches, elle m'a appris à réchauffer un biberon, à vérifier que le lait ne soit pas trop chaud, à essayer de gérer quand elle n'était pas là. Je faisais ce que je pouvais. Mon père était là sans être là. Quand Marie souillait sa couche avant le retour de la nounou, je devais la laisser dans son lit, mettre 2 serviettes sous ses fesses, retirer la couche, essuyer avec une lingette, mettre une autre serviette entre ses jambes. Et dès que j'entendais toquer à la porte, je me précipitais dans l'entrée en disant: Marie a fait caca. Est-ce que vous considérez que la négligence est une chose abominable ? Non, mais je vais y venir. C'est ce qu'il a fait après qui est intolérable. Il se laissait aller, parfois il buvait, et en quelques années il est devenu une loque. Je suis entré à l'école primaire, j'étais plutôt bon élève. Chaque soir je faisais mes devoirs, j'apprenais mes leçons, et je jouais avec Marie. C'était facile de la faire rire. Il suffisait juste de lui faire des grimaces, et on finissait toujours par une bataille de chatouilles. Mais un soir, Marie a cessé de rire, et elle n'a plus supporté mes chatouilles. Est-ce que vous sous-entendez que votre père... Oui, elle n'avait que 4 ans et cette pourriture-là... Ça a recommencé plusieurs fois. J'avais 8 ans à l'époque. Je ne comprenais pas complètement ce qui se passait, mais je savais qu'il lui faisait du mal. Et je devais la protéger parce que c'est dans l'ordre des choses. Est-ce que vous en avez parlé à un adulte ? J'ai essayé, mais les gens ne comprennent que ce qu'ils ont envie de comprendre. Et puis un chirurgien. Comment on pourrait soupçonner un chirurgien ? Alors, qu'avez-vous fait ? Un soir, en sortant du bus, j'ai abandonné mon cartable sur le trottoir. Et j'ai couru. J'ai couru sans m'arrêter jusqu'à la maison. Quand je suis arrivé sur le pas de la porte, j'étais tout essoufflé. Mais j'avais presque 15 minutes d'avance. Je suis rentré silencieusement et je les ai entendus. Marie lui suppliait d'arrêter. Et lui, il poussait des râles. Et il répétait: tu me dois bien ça, tu m'as pris ma femme. J'ai monté les escaliers le plus vite que j'ai pu. J'ai poussé la porte de la chambre. Il était surpris. Il m'a demandé ce que je faisais là. À sa façon de parler, j'ai compris qu'il avait bu. Il s'est levé du lit en me répétant: qu'est-ce que tu fais là ? Et il m'a poursuivi en titubant. J'étais plus rapide que lui. Je suis descendu dans l'entrée. Et ce porc s'est vautré dans les marches. Il a fait plusieurs roulés-boulés. Je crois même avoir entendu sa nuque craquer. Et je m'en foutais. Je suis retourné auprès de ma sœur. Elle regardait dans le vide. Elle ne disait rien. Et au bout d'un long moment, avec sa petite voix, elle m'a dit qu'elle voulait se laver. Alors je l'ai aidée comme j'ai pu. Nous sommes descendus dans le salon. Notre père était toujours au même endroit. Il était mort. J'ai installé Marie sur le canapé. Je lui ai mis la télé et j'ai appelé les pompiers. Ce que vous venez de me raconter, est-ce que vous en aviez déjà parlé avant ? Non,
Vous n'avez jamais été suivi par un psychiatre ou un psychologue par le passé? Non, ni moi ni ma sœur. Personne n'a jamais soupçonné quoi que ce soit. On a été placés dans un foyer d'accueil à la campagne. Heureusement, on n'a pas été séparés. C'était pas évident pour nous parce qu'on venait de la ville. Il y avait d'autres enfants de la DAS avec nous. On était toujours à 6 ou 7. Parfois un gosse arrivait et il repartait au bout de 2 semaines. Ça bougeait beaucoup. Et vos parents de substitution, comment étaient-ils? C'était des gens assez stricts. Pas vraiment méchants, mais pas très affectueux. Les jours où on n'avait pas école, on devait participer aux tâches de la ferme. On avait quand même du temps pour nous, hein. C'était pas ça le plus fatigant. Qu'est-ce qui était le plus fatigant? Protéger Marie. Protéger Marie? Oui. Elle faisait des choses qui pouvaient lui attirer des problèmes. Et elle pouvait pas s'en empêcher. Alors il fallait que je la couvre. Qu'est-ce qu'elle faisait exactement? Il y avait un pigeonnier sur le domaine. Et les pigeonneaux disparaissaient. Les gérants pensaient que c'était à cause d'une fouine. Un jour, une des petites filles qui vivait avec nous a fouillé dans la table de chevet de ma sœur et a retrouvé les bébés pigeons. Ils avaient un élastique à cheveux autour du cou. Elle les avait étranglés. J'ai mis le petit cadavre dans un sac. J'ai saisi la gamine par le bras et je l'ai amenée jusqu'à un vieux puits. J'ai balancé le sac dedans et j'ai dit à la gosse: si tu racontes quoi que ce soit, si ma sœur a des problèmes à cause de toi, tu finiras là-dedans toi aussi. Ça suffit pour qu'elle garde le silence. J'ai essayé de parler avec Marie après ça. J'ai tenté de la raisonner, de lui dire que c'était mal ce qu'elle avait fait. Mais elle m'a répondu que tôt ou tard il serait mort de toute façon. Une autre fois, ma petite sœur a récupéré les lacets d'une vieille paire de chaussures. Et elle a étranglé toute une portée de chatons avec. Elle les a tous enserrés dans un nœud, les uns à la suite des autres. À la fin, ça faisait comme une guirlande. Ouais, une guirlande de chatons. Heureusement que personne ne l'a surprise. Les petites victimes ont fini dans le puits elles aussi. Il y avait un petit bois très dense près de l'exploitation. C'est devenu le territoire de Marie. Elle torturait et tuait régulièrement des petits animaux là-bas. Les autres enfants n'osaient pas y aller parce qu'il y avait le cimetière municipal juste à côté, et ça rendait l'endroit assez flippant. Et puis nous avons commis notre premier crime. Quand ça? J'avais 12 ans, elle en avait 8 et... Vous avez commis d'autres crimes avant les incidents de... C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Un beau jour, il y a eu un nouvel arrivant au domaine. Il devait avoir une dizaine d'années. Il s'appelait Johnny. C'était un gamin insupportable. Il était vulgaire. Il ne respectait rien. Il insultait tout le monde. Il était même violent parfois. C'était vraiment ce qu'on peut appeler un enfant difficile. Et une semaine après son arrivée, c'était un samedi, pendant que je me rendais à la porcherie, j'ai entendu un bruit indéfinissable. Ça venait du bois où Marie avait l'habitude de s'isoler. J'y suis allé immédiatement. Ma sœur avait un marteau ensanglanté entre les mains. Et Johnny gisait, inconscient à ses pieds. J'ai demandé: mais pourquoi t'as fait ça? Elle m'a répondu: parce qu'il a mis sa main sur mon sexe. Ça m'a rendu furieux. J'ai pris le marteau et j'ai fracassé la tête de cet enfoiré. J'ai frappé. Et quand j'ai fini par me calmer, il ne restait plus rien de son visage. Juste un œil, au milieu d'une bouillie informe de chair, de cervelle, de fragments de crâne et de dents. J'étais couvert de fines gouttelettes de sang. Marie aussi avait reçu des projections. Par chance, il avait plu pendant la nuit. On a recouvert les taches suspectes avec de la boue, et on a prétexté une chute dans la gadoue. Je suis retourné à la porcherie. J'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire. Et je n'ai donné qu'une demi-ration de nourriture aux bêtes. On a passé la journée comme si de rien n'était. J'ai cogité pendant des heures. Je n'ai pensé qu'à ça. Je devais faire disparaître le corps, et pour ça, il fallait que je le réduise au maximum. Ça peut vous sembler bizarre, mais pour moi c'était une évidence. Les gérants ne se sont pas trop inquiétés de l'absence de Johnny, parce qu'il avait déjà fugué dans son ancienne famille d'accueil. Ils étaient juste un peu contrariés. J'ai attendu la tombée de la nuit, et je suis sorti discrètement. Un des gamins m'a remarqué.
Je lui ai dit de se rendormir et que j'avais juste besoin de prendre l'air. J'ai pris une lampe torche. J'ai été rechercher le marteau. Je l'ai nettoyé et remis à sa place dans l'établi. Je suis resté quelques minutes à réfléchir devant les outils, puis j'ai emporté 2 seaux, une scie, des tenailles et quelques instruments dont j'ignorais le nom mais qui me paraissaient tranchants. Je suis retourné dans le bois. Je me suis accroupi près du corps. J'ai pointé ma lampe torche sur sa tête. Dans la pénombre, c'était vraiment effrayant. La nuit était silencieuse. On entendait juste le bruit du vent dans les arbres. J'ai essayé d'écarter les bras du cadavre, mais il était devenu tout rigide. Alors j'ai arraché les vêtements et j'ai scié les 4 membres en morceaux transportables. Je les ai mis dans les seaux et je suis allé à la porcherie. Quand les animaux m'ont entendu arriver, ils se sont mis à grogner joyeusement. Je me suis dépêché de tout leur donner pour ne pas attirer l'attention. Et je suis reparti avec mes récipients sur le lieu du crime. Il ne restait plus que le tronc et la tête. J'ai donné quelques coups de scie dans le ventre et j'ai retiré les viscères. On nous avait appris à vider des volailles, alors j'avais l'habitude. C'était juste un peu plus gros. Avec les tenailles, j'ai sectionné les côtes une par une et j'ai essayé de retirer le sternum. J'ai dû m'acharner pendant une bonne demi-heure pour l'arracher. C'était vraiment difficile. J'ai eu aussi beaucoup de mal à retirer les poumons parce que c'était gluant et ça restait collé à la cage thoracique. Et vous faites une drôle de tête, ça va ? J'ai déjà entendu des récits de ce genre, mais continuez. Ok. Donc j'ai retiré les poumons, le cœur et tout, et je suis allé placer tous les organes sous des tas de fumier. Les vers se sont chargés de les faire disparaître. J'ai traîné le reste du corps sur à peu près 50 mètres jusqu'au cimetière. J'ai sélectionné une vieille pierre tombale qui avait l'air abandonnée et j'ai tout glissé en dessous. Il y avait une benne à ordures à l'entrée du cimetière dans laquelle les gens déposaient des vieux pots de fleurs et les plantes mortes. J'en ai profité et j'ai recouvert la dépouille avec du terreau et des déchets végétaux. Je suis retourné au domaine, je me suis lavé les mains et je me suis allongé. J'étais épuisé. Le jour commençait à se lever. Je me suis reposé une petite demi-heure. Je suis reparti à la porcherie et j'ai récupéré tous les os que j'ai pu trouver. Je les ai cachés sous un buisson et quelques jours plus tard, je suis allé les mettre sous la pierre tombale. Pendant quelques mois, la police a fait des recherches. Le puits aussi a été vérifié, mais l'affaire est vite tombée aux oubliettes. En même temps, Johnny n'avait plus de parents. Après sa disparition, le foyer a dû fermer et on a été placé chez un couple en ville. Avec ce que vous venez de me révéler, vous allez devoir faire une nouvelle déposition auprès de la police. Est-ce que vous comprenez ? Oui, je comprends tout à fait. Lorsque vous avez molesté le corps de cet enfant, qu'avez-vous ressenti ? Je n'ai pris aucun plaisir à faire ça si c'est ce que vous voulez savoir. Et j'en ai fait des cauchemars pendant bien des nuits. Il fallait que je le fasse, pour nous protéger, ma sœur et moi. Et comment ça s'est passé en ville ? Marie a continué à martyriser des animaux, et moi je me débarrassais des corps. Souvent ça partait dans une bouche d'égout. Et les gens qui vous gardaient ? J'ai pris pas mal de roustes. Je me suis dénoncé plus d'une fois pour ma sœur. Ils essayaient d'être stricts, mais ça ne faisait qu'aggraver les choses. Plus le temps passait, plus on devenait colériques et agressifs tous les deux. Alors quand j'ai eu 17 ans, on a fugué. On a traversé le pays. On a vécu en travaillant au noir, en faisant des petits trafics. Et on a commencé à commettre des meurtres régulièrement, ensemble. Et les flics ont fini par m'attraper. Pourquoi vous avez tué tous ces gens ? Pour Marie. Pour Marie ? Quand mon père lui a fait du mal, elle ne souriait plus. Et quand elle s'est mise à tuer, elle a recommencé à sourire. C'est ça qui la rend heureuse. Et je veux qu'elle soit heureuse. Vous savez où elle se cache ? Oui. Vous avez conscience qu'elle va continuer à tuer ? Oui. Vous pouvez aider à la retrouver, vous pouvez arrêter ça, vous pouvez empêcher qu'il y ait d'autres victimes. Non. Parce que je suis son grand frère. Et les grands frères protègent leur petite sœur. Ça a toujours été comme ça. C'est dans l'ordre des choses.